Bonjour à tous, bienvenue dans le Champions Talk pour ceux qui nous découvrent. Deuxième épisode, on parle de l'actualité du football. Je suis encore une fois en présence d'Axel, rédacteur web du site lestransferts.com, Bonjour à tous. et moi-même. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Georges, donc, qui est journaliste anglais, qui suit la Ligue 1, qui va aujourd'hui nous assister. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de parler avec vous, les gars. Donc, gros fan de Brighton et du Paris FC. Non, du Red Star. Du Red Star, oh là là. Ouais, Paris FC. Le seul et unique club parisien. Mon Dieu. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le match donc, des Bleus contre Gibraltar qui a eu lieu ce samedi. On va parler du prochain match contre la Grèce qui aura lieu demain. Donc, messieurs, je vous propose de revenir d'abord sur ce match. Donc 14-0, plus large victoire de l'équipe de France dans son histoire. Le dernier match qui a été un record était le 10-0 contre l'Azerbaïdjan en 95. Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut retenir quelque chose de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Alors, retenir quelque chose, oui. Ça reste quand même 14 buts. Voilà, 2 essais d'Antoine Dupont, c'est quand même pas mal. Ça va être à son actif, donc c'est plutôt intéressant. Non, c'est ça. Franchement compliqué. Non, ce qui était vraiment impressionnant, c'est la manière dont les Français ont attaqué. En fait, ils ont passé 90 minutes à attaquer. Là, on a plus pensé que, à 6-7-0, ils auraient un peu levé le pied et géré le match. Au final, maintenant, ils ont continué et en mettre le plus possible. Donc, c'est aussi respecter cette équipe de Gibraltar. Donc, si jamais tu vois que tu joues pas pendant 30 minutes, c'est que tu le respectes pas. Donc là, ils ont fait le déplacement. Autant jouer 90. Ils en sont pris 14, les pauvres. Je pense que le gardien a dû passer une belle petite nuit à repenser à tous ses buts. Il s'est fait un film d'1h30. Il a pu appeler Spielberg pour faire ses mémoires et ses souvenirs. Mais voilà, ça reste quand même une très belle victoire des Bleus. Et à voir du coup ce qu'ils vont faire contre la Grèce demain soir. Oui, je te coupe, genre, juste en sachant que ce gardien de Gibraltar a dû se lever ce matin sûrement pour aller bosser. Vous et moi, donc bon. Oui, en termes généraux, c'est difficile généralement de tirer la leçon de ce genre de match contre les équipes qui a vraiment en réalité aucune chance de gagner, de poser un problème en attaque, en défense, etc. Mais je pense c'était en termes de mentalité, c'était bon. Est-ce que tu as regardé vous regardiez pendant la mi-temps le petit consigne de Didier Deschamps pendant la mi-temps. Il a dit pendant la mi-temps, ah ouais, on a un record à chasser, donc chassons les gars. C'est ça, hein. Ils ont complètement écrasé le record avec le 14 buts. C'était aussi un match où Kylian Mbappé a inscrit son 300e but. 300e but. Quel but d'ailleurs. Et oui, avec quel but. Et oui, donc c'était un match plutôt mémorable en termes de buts et de records, des actions. Le but de Warren Zaïre-Emery aussi, et la blessure de Warren Zaïre-Emery. Mais en termes, au niveau tactique, c'était pas vraiment intéressant, mais mémorable quand même. Ça, on était plus sur un attaque-défense pendant 90 minutes que sur une vraie opposition tactique. Mais voilà, ils ont essayé de jouer avec leurs armes. En plus, Gibraltar a été réduit du coup à 10 très vite dans le match suite à l'expulsion du Boucher, donc au sens propre comme figuré de Gibraltar, qui a découpé Zaïre-Emery, le pauvre. Et c'est vraiment dommage de voir. En fait, c'est qu'on va dire, mais tout le monde s'est levé tout le monde a regardé la télé un peu pour Zaïre-Emery, pour voir ce qu'il allait faire. Avant sa sortie sur blessure, c'est le joueur français qui touche le plus de ballons. Il a la récupération, quelques récupérations françaises. Il est là pour construire le jeu, il est même là pour finir. En fait, c'était même limite sûr qu'il allait marquer tellement ce jeune homme, parce que c'est dur à dire, mais c'est un jeune homme. Hein. Il est beaucoup plus jeune que nous. Survoler cette rencontre et le voir sortir comme ça aussitôt dans le match, c'est quand même désolant. Moment de joie sur le Vieux-Port quand même. Oui, bon, après ça reste des Marseillais, ça, on va se... Sûrement. Voilà. Non, oui, après, c'est sur les stats, 39 tirs pour la France, 0 pour Gibraltar, 20 tirs cadrés, 630 passes. Bon, c'était
C'est à sens unique. Après, on peut aussi quand même noter une bonne, bon après, tout est relatif, mais bonne prestation de Jonathan Klaus, de bons débuts de saison avec l'OM. Pourquoi pas être la doublure quand on veut faire tourner chez les Bleus, quand il n'y a pas Pavard ou Koundé, ou quand on veut les reposer, voilà, ça peut être une option intéressante quand même. Oui, pour moi, on a regardé aussi Todibo. Pas pour la première fois, mais on a vu un match entier. Je pense que c'était la première fois que j'ai regardé un match entier. Je pense qu'il a fait la bonne chose aussi. Pour lui, le match contre Gibraltar, le match contre Grèce, c'est son chance ou c'est son opportunité de vraiment montrer ce qu'il peut faire en termes en vue de la sélection pour l'Euro 2024. Parce que je pense de blessures au cours de la saison, ça va augmenter avec la blessure. Ouais, et je pense pour lui, ça va être une belle opportunité pour lui, pour montrer contre Grèce ce qu'il peut faire. Bah, sachant qu'il est un peu courtisé par beaucoup de clubs en Europe, même Manchester United qui cherche un défenseur central. Oui. Donc voilà, c'est aussi à lui de montrer que sur les gros rendez-vous, qu'il n'a pas forcément avec le GC Nice, ça lui montrer qu'il est capable d'être bon, tout simplement. Pour revenir sur la prestation générale des Bleus, donc certains qui disent que c'était un peu un match gigot-haricot, pas très intéressant. Comme vous avez tous les deux dit, ils ont quand même continué à pousser, alors pour certains avec des objectifs individuels pour pouvoir se montrer. Mais aussi, si on regarde quand même les stats, alors Gibraltar, c'est vraiment pas terrible, mais il n'y a pas tout le monde qui leur file 14 buts, quoi. On a des 3-0 par-ci, 4-0 par-là, mais les 14 buts, il faut quand même les enfiler, quoi. Non, mais peu importe l'équipe, hein, même tu mets l'équipe de Division 4 Creuse contre les Français, je suis pas sûr qu'ils prennent 14 buts. C'est un exploit d'avoir mis 14 buts, je sais pas si on se rend compte ce que c'est 14 buts, mais non, ça reste une belle opposition des Bleus qui ont attaqué pendant 90 minutes. Le gardien n'a pas été très en réussite, c'est vrai, même si en deuxième mi-temps, il a quand même sorti quelques ballons intéressants, surtout sur Marcus Thuram et Giroud, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un exploit. C'est intéressant de voir une équipe de France aussi offensive que ça, sachant qu'on reproche parfois à Deschamps d'être un peu trop sur la défensive. Donc non, bien joué au bleu, et puis on a hâte de voir ce que ça donne face à la Grèce. Ouais, avant de basculer sur le prochain match, donc qui sera contre la Grèce demain soir, si vous voulez un peu revenir sur le 11 titulaire qu'a aligné Deschamps, voilà, les quelques bonnes performances dont on a déjà parlé, et voilà, peut-être un 11 probable pour demain. Je peux vous annoncer déjà ce qui s'annonce. Alors, on n'a pas encore de certitude, mais on aurait peut-être donc Brice Samba dans les buts, Koundé, Todibo, Saliba, Lucas Hernandez, Fofana, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. À l'attaque parisienne, on va finir à moins 4 buts, je pense. Si ils sont sur les standards du PSG, on va avoir un très grand Randal Kolo Muani en tout cas. Mais non, pour moi, c'est la composition, à dire A bis, parce que ça reste une composition quand même très intéressante que peut aligner Deschamps. Je pense que l'intensité sera moindre, vu qu'il y a pas ce record, entre guillemets, à aller chercher. Mais voilà, faut voir, les Grecs sont dangereux, ils vont pas jouer dans le vent, ils vont pas venir pour un match amical, quoi. Ça reste quand même un match de qualification européenne, même si les Grecs sont disqualifiés malheureusement. Ça reste une équipe vaillante et donc il faudra faire attention à ne pas terminer sur une mauvaise passe. Oui, contre la Grèce, je pense que ça va être plus difficile parce que les équipes de Gus Poyet, ça va être un peu comme la dernière fois avec c'est un 4-3-3, mais un 4-3-3 plutôt défensif en qualification. C'est une équipe agressive avec le joueur qui a les qualités physiques, quoi. Ouais. Et oui, ça va être très, très, très différent. Mais pas avec les résultats, oui, je pense. Mais en termes de tactique, je pense que ça va être plutôt attaque-défense, mais avec cette agressivité et pressing de Grèce qui peut faire le mal au bleu. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes de résultats. Ouais. C'est déjà qualifié. Donc, je pense sans pression. Après, ça reste quand même un match de foot. Ouais. Et en plus, devant, ils ont Pavlidis qui est vraiment pas mauvais avec la Z Alkmaar en ce moment.
Donc, non, ça va être un match intéressant, je pense, qui sera plus disputé que contre Gibraltar. Oui, voilà, pour rappel, donc on a quand même, le match était important hier parce que ça nous assure la première place du groupe, donc la tête de série. On finit avec 21 points. Donc les Pays-Bas aussi qui ont gagné hier 1-0 contre l'Irlande, qui se qualifient aussi du coup par la même occasion. Et puis derrière, on a la Grèce, donc qui est, comme tu as dit, qui est éliminée, mais qui est troisième avec 12 points. Et du coup, on a sur leur dernier match, ils ont battu la Nouvelle-Zélande, ils ont perdu contre les Pays-Bas, 1-0. Ils ont tapé l'Irlande 2-0, ils ont battu Gibraltar 5-0. Donc voilà, ils sont quand même un peu plus, c'est un peu plus solide, ça risque d'être un peu plus intéressant quand même demain. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, à voir du coup ce qu'ils vont faire. Super. Sur quelques joueurs, là, bon, on a dit, on n'a pas encore la compo exacte, mais des joueurs que vous aimeriez bien revoir peut-être pour voir s'ils peuvent confirmer ou comment ils peuvent s'installer. Là, dans la compo probable que je vous ai donnée, on n'a pas Coman, on n'a pas Kingsley Coman qui a quand même fait un bon match, hein, qui a fait un très bon match hier. Donc, voyons voir. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qu'on pourrait peut-être qu'on aurait bien aimé revoir, quoi. Oui, pour moi, ça va être, moi, je veux voir Jonathan Klaus plus. Je pense que c'était très, très, très dur pour lui de manquer la Coupe du Monde mentalement et tout parce que il a joué très safe Didier Deschamps, la sélection pour la Coupe du Monde, je crois. Et lui était la victime de ça. Et je pense qu'il a rebondi très, très, très bien avec Marseille. Et ouais, avec lui, je veux voir, je veux lui voir dans le prochain match contre Grèce, juste pour avoir une option différente sur ce côté-là. Parce qu'on analyse beaucoup et Condé, mais je pense qu'il est une option, un choix un peu différent, un peu plus offensif avec les centres et tout. Donc, ouais. Non, c'est vrai que le close, ça peut être intéressant, surtout que c'est, je pense, pile la période pour lui, vu qu'il n'y a ni Pavard ni Koundé là appelé. Et sachant que derrière, tu as une jeune génération prometteuse de latéraux droit, pardon, avec Sildila, Kylian Sildila de Stuttgart. Il y a Malo Gusto de Chelsea. Donc ça reste quand même deux gros prétendants à ce poste de latéral droit, sachant que il n'y a pas tellement d'autres options actuellement pour l'équipe de France A. Donc si jamais il veut s'assurer une place à l'Euro et du coup de manière pérenne une place dans cette équipe de France à ce poste-là de soit défenseur droit, soit piston droit, comme Deschamps aime bien jouer à 3 derrière. Donc c'est pile le moment pour lui de montrer ce qu'il vaut et puis d'accrocher une première convocation du coup pour une compétition majeure avec l'équipe de France. Très bien. Et ouais, dernière chose, ce bon vieux Ousmane Dembélé qui a enfin claqué un but. Donc toi, en tant que fan parisien, après c'est contre des tourneurs-fraiseurs, mais bon, ça compte quand même quoi, pour les Stars. Ah ouais, non, mais limite dès que je l'ai vu marquer, j'étais un peu déçu parce que je me dis le mec il a tiré 78 fois avec le Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu un but. Et puis là, le mec il sort une frappe improbable, sa première frappe improbable du match, ça passe et but et tu dis putain, moi voilà pourquoi on n'a pas ce Ousmane Dembélé, mais bon, il revient bien, donc à voir si avec au PSG il débloquera enfin son compteur de but. Oui, mais en vrai, j'ai vu un truc de Opta il y a une semaine, qu'il est le joueur le plus créatif en Europe en ce moment. C'est pour ça, il ne faut pas trop lui toucher dessus. Donc ouais, il a ces qualités-là de faire du mal à les opponents, évidemment, mais c'est ça traduit pas nécessairement avec le but direct. C'est sûr. C'est sûr. Je vous propose de passer juste sur un sujet un poil différent, ça concerne toujours l'équipe de France. C'est juste le cas du nombre de matchs. Donc, on a vu avec l'Euro, la Coupe du Monde, les qualifs de l'Euro, la Nation League et les matchs amicaux et les Jeux Olympiques. Ça fait des calendriers bien chargés. On se rappelle notamment de la déclaration de Didier Deschamps en juin 2023. Il disait qu'après 60 matchs pour certains bleus, il ne fallait pas oublier de protéger l'intégrité physique des joueurs. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur ça? Vous pensez aussi qu'il y a beaucoup trop de matchs pour ces joueurs-là? Oui, donc pour moi j'ai assisté la conférence de presse de Didier Deschamps et Antoine Griezmann à juin dernier, donc juin 2023.
Et donc, ça, c'était la grande histoire du jour parce que c'était à la fin de la saison avec la Coupe du Monde au milieu. Et c'était la grande question que Didier Deschamps il a parlé de ça, Griezmann il a parlé de ça. Un mec comme Griezmann, il a joué, je pense, 60 matchs ou 63 matchs pendant toute la saison. Et donc, c'est difficile pour les joueurs. Et donc, ils ont dit, oui, c'est difficile pour les joueurs, en fait, en termes en termes de forme physique et aussi les... Ah là là. Non, mais c'est sûr que c'est toujours compliqué parce qu'on voit que le fait que le joueur il joue une fois par semaine ou tous les 3 jours. On se rend pas compte qu'il s'entraîne derrière deux fois par jour, qu'il a pas forcément beaucoup de repos. Donc on voit que en fait les bienfaits d'être footballeur. On voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Et quand tu vois que par exemple Mbappé aujourd'hui, dans cette saison, il peut jouer presque 80 matchs avec Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Euro, Jeux Olympiques, plus les matchs amicaux, les matchs de qualification. Le mec, en fait, tu te rends compte que il joue tout le temps et son corps il est meurtri. Là, on le voit pendant cette très courte trêve entre grandes guillemets internationales. Les blessés, t'as Gavi qui vient de se faire les ligaments croisés, sa saison est terminée. Zaïre Emery qui se fait une entorse, il revient pas avant début 2024. Il y a Vinicius qui s'est blessé, il y a Onana qui s'est blessé. Enfin, c'est quand même des grands joueurs qui ont une hygiène de vie irréprochable. On n'est pas sur un réserviste du stade de Brest, avec tous les respects qu'on a pour nos amis bretons. Donc voilà, donc c'est dur de voir autant de matchs. Et donc on aimerait bien que la FIFA et l'UEFA abaissent un peu ce nombre irraisonnable et irraisonné de rencontres internationales inintéressantes. Oui, c'est dommage parce qu'on veut voir pendant les tournois, par exemple l'Euro, on veut voir les jeunes joueurs participer, on veut voir le développement des jeunes joueurs, mais on est privé de ça, avec Gavi par exemple, avec les jeunes joueurs comme Kamavic, on n'en a pas parlé, mais lui aussi s'est fait ligaments croisés externes. Et mon petit pronostic un peu morbide, c'est que Bellingham, ça va être le cas avec Bellingham juste avant le tournoi, quoi. Juste avant, donc avec le truc médiatisé, tout le monde parle de lui. C'est la même chose avec Zaïre Emery, par exemple, aussi. C'est ta seule occasion de gagner un trophée et toi, tu veux qu'il se blesse. Donc, je crains ça. Non, après, avant de clôturer ce sujet, je trouve que ce qui est intéressant avec l'équipe de France et dont beaucoup de monde en parle, c'est qu'on a cette profondeur quand même d'effectifs que certaines équipes n'ont pas, où on a quand même cette chance-là, où même s'il y a des blessures, ce qu'on veut éviter évidemment, on a quand même une profondeur d'effectifs qui est énorme et aussi pour l'intérêt, comme on disait tout à l'heure, par exemple pour Jonathan Klaus de pouvoir avoir un peu plus de matchs ou d'autres joueurs comme ça, de pouvoir un petit peu être la doublure de certains joueurs clés qu'on a et qu'on ne veut pas non plus sacrifier ou en tout cas tenter le diable à chaque match. Quoi. Non, mais c'est sûr que de toute façon, la France est l'une des équipes, voire peut-être l'équipe avec le plus de profondeur, comme tu as dit. Mais si jamais tu vois par exemple, même, c'est bête à dire, mais si tu vois Jonathan Klaus sur le terrain, c'est que tu as un ou deux joueurs juste à son poste qui se sont pétés avant. Et c'est là où c'est compliqué à dire, c'est que l'UEFA, même si le calendrier était très chargé, nous rajoute il y a 3 ans, je crois 4 ans, la Nation League. Personne n'a compris le sujet de la Nation League. Tout le monde s'en fout. Voilà, la moitié des Français ne savent même pas que la France a gagné la Nation League aussi. Et en fait, au final, ils rajoutent une quinzaine de matchs sur une saison, juste pour eux, qui touchent plus d'argent. Au final, les joueurs, ils sont un peu sacrifiés. C'est vraiment, ils sont jetés à l'abattoir limite. Et si jamais tu te blesses pas, tant mieux. Si jamais tu te blesses, tant pis pour toi, quoi. Non, on est d'accord. Les gars, je vous propose de basculer avant de finir, sur un petit quiz. On va tester vos connaissances, connaissances football. Allez. Peut-être mon ami journaliste n'est pas très emballé, mais allez, pourquoi pas. Alors, je vous propose de retourner en 2015. Enfin, un petit bond dans le passé. Et je vous propose de se pencher sur le Ballon d'Or 2015. Je vais vous demander de me donner le top 10. Donc, un par un, vous allez commencer.
Vous allez claquer un Shifumi pour savoir qui commence. Un par un, vous me donnez un membre du top 10. Et si vous trouvez la personne, c'est un point. Vous ne la trouvez pas, ben, c'est rien du tout. Okay. Tu veux commencer peut-être ou je te laisse enfin Shifumi? Ok. Donc, on fait en ordre ou pas? Non, C'est tu fais juste le top dis- 10. Non, pas dans l'ordre parce que ça va être trop compliqué, mais top Et toi, 10, tu dis la position à Ok, chaque hein. fois? moi je peux vous donner la position, je peux vous donner le club au moins ou nationalité. Je peux essayer de, si je vois que c'est compliqué, Non, je vous. par exemple, si jamais, par le grand des hasards, si jamais par exemple il dit Messi, tu dis bah, je sais pas Messi, Messi 8e quoi à peu près. Ouais, ouais. Et Oui, après 8e. je vous donne le classement. Bah, écoute, Ouais, je commence avec, Sam. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Prends pas ton risque. C'est bon. Ouais. C'est bon. Et c'était deuxième du Ballon d'Or avec 27,76% des votes. Alors moi, sans trop vouloir m'avancer, je vais quand même dire Lionel Messi. Prise de risque d'Axel qui est bonne parce que c'est le Ballon d'Or 2015, 41,33% des votes. Gareth Bale. Donc, qui c'est qui va nous clôturer le podium, là, par exemple? Il nous manque un troisième. Déjà, c'est pas Georges qui vient de dire Gareth Bale. Gareth Bale. T'as dit Gareth Bale. Ah, c'est dans l'eau, ouais. Ouais. Bah ouais, mais il n'est pas top 10, Gareth Bale. Il n'y a pas de top 10 cette saison-là, 2015? Bah non. Oh non! Bah non, Gareth Bale, troisième, il est 16e de ce classement en 2015. 16e, waouh! Wow. Le troisième, c'est pas Neymar, par exemple? Neymar, ouais. C'est Neymar Junior, ouais. Waouh! Gareth Bale, tu peux peut-être même Gareth sortir Bale, plus lui. grenier ou Djibril Cissé pendant qu'il y est. Puis Gareth Bale, Mais non, mais ça c'est incroyable. oh, le chauvinisme Tottenham. anglais. Là. c'est vrai. C'était prise de risque. Mais les gars, Inutile. là. T'es pas à Tottenham, mais t'es déjà au Real. Donc, Georges, tu es en train de perdre 2-1. C'est à toi la ballon dans les pieds, vas-y. Vas-y. Un autre. 2015. Oh là 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 là. Vraiment, je suis perdu, hein. C'est le Barça qui gagne avec des champions. Si tu veux. Iniesta. Allez, Iniesta. Il a joué cette saison-là. Il finit 9e. Ouais, avec 1,9. Allez là. Alors. Non, c'est. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas de Neuer dans le top 10? Je sais que 2014, il finit podium. Mais Si, Manuel Neuer, 7e. Ouais. Avec le Bayern, ouais. Un point. Tony Kroos. Tony Kroos, 21e du. Oh non! C'est fou. Non, il n'a pas. Mais Pourquoi tu sors des joué blagues comme pour, ça? Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Non, mais la Coupe du Monde, c'est 2014. Oui, donc c'était l'année après. Bah non, mais c'est en 2014 où il était où? C'est fou. Waouh! C'est pas un niveau, Tony Kroos, à ce moment-là. Zaire Emery après. Ouais, exact. Hein. Le contrôle manqué de Georges. Il faut quand même beaucoup de contrôle manqué. Hein. Dites-vous qu'il est journaliste, hein, donc ne perdez pas espoir. Hein. Surtout pas espoir. Ensuite, il faut dire Luis Suarez. Luis Suarez, 5e. Ouais. 5e avec 3,38% des votes. Il a deux doigts de dire James Ward-Prowse. Hein. Maguire, il a deux doigts de nous lâcher un Maguire. Ok. 2015. Ouais, il manque le 4e, là, par exemple. 4e. Oh. Franchement, je suis perdu, quoi. Je suis perdu. Tente des noms qui a fait aujourd'hui. Ouais. Je peux te donner un club, au moins. Tu viens gratter sur le club. Un club. Mais donne-moi un club. Le club bavarois qui nous en a sorti. Donc. Wow. Attaquant du Bayern. Lewandowski, Lewandowski, 4e. Allez. Amen. Lewandowski, 4e, ouais. Mon Dieu. Lewandowski. Donc là, il manque 6e, 8e et 10e. C'est ça.
Ok. 2015. Je vais tenter un Rakitic, mais je crois qu'il n'est pas top 10. Rakitic, non. Rakitic, 23e. Ouais. C'est pas la même année. à toi, Georges. Busquets. Sergio Busquets, il n'y est pas. Waouh. Oh là 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 là. Alors, attends, je vais essayer de me Ah, remettre dedans. Qui est-ce qui est 10e? Leur bon. Une autre passe dans les pieds que je peux te mettre, c'est notre joueur du Bayern. Ouais. 2015. Un vieux briscard, enfin, on dirait. Non, ça m'étonnerait. Oh, quoique tu m'as dit, ouais, j'ai briscard, mais Thomas Müller. Thomas Müller, ouais. ouais. Il est pas si vieux que ça, mais c'est pour ça que je t'ai dit, on dirait un vieux briscard, mais il n'est pas si vieux que ça. Non, bah, il a 32 ou 33 ans aujourd'hui. Oui. Mais il craque le top 10, Thomas Müller. Ouais. Et en plus, il finit 6e. Hein. Ah, c'est Wow. 10e. Putain. Donc là, il reste 8 et 10. Waouh. 8 et 10. On se tourne pour 8e et 10e, on se tourne vers ta bonne vieille première ligue. Et petite info, ce n'est pas un joueur de Brighton. Voilà. Ah là. Lui qui a dire le EFL Championship. Ah ouais, deuxième division. On avait un équipe nul. Ok. Il est passé par la Ligue 1 récemment. C'est pas... Non. Il me regarde comme si je ne vais pas te souffler plus de les réponses. Je stresse. C'est pas Ligue 1 récemment. Alexis Sanchez. Oui, Alexis Sanchez. Bien. Je crois qu'il allait sortir un Joe Cole ou un truc comme ça. Thierry Henry. Joey Barton. Ouais. Barton, hein. Lui, il est 10e. Sanchez 10e. Il nous manque 8e. 8e, wow. Un autre joueur de première ligue, Axel. Ouais, là, j'avoue que je vais dire Kevin De Bruyne, mais non. Là, je ne l'ai pas du tout. Kevin De Bruyne. Moi, je pense Philippe Coutinho. Non. Ça aurait été couillu. Je te mets encore je te mets une passe. Bien. Je te mets une passe en profondeur. C'est un Belge, donc tu n'étais quand même pas très loin. Ouais, bah c'est Eden. Oh, Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard. Avec sa grande carrière qui a duré 4 ans, malheureusement. 8e avec Chelsea, 1,33% des votes. Avant qu'il sombre au Real Madrid. Le pauvre. Ok, messieurs, alors on va compter les points, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est la victoire d'Axel. Ouais. Bon, Georges, tu t'étais bien relancé sur la fin, mais ouais, victoire d'Axel. Je pense que c'est la pression. C'est l'impression de dire Gareth Bale en deuxième choix. D'habitude, le panache, c'est plutôt les Français, mais là, tu nous as bien surpris. Ouais, il a sorti Gareth Bale, truc d'après Tony Kroos. Ouais, je pense, ouais. Merci, messieurs, pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. On parlera des prochains matchs de Ligue des Champions. Et voilà. Puis on va se regarder ce match des Bleus demain en espérant un bon résultat. Ça, c'est sûr. Peut-être, oui. Peut-être. C'est sûr. Bonne soirée, messieurs. Bonne journée à ceux qui nous écoutent, peu importe. Allez. Débrouillez-vous. Salut. Salut.